Et à la suite de ces deux panels, nous allons reprendre ce soir avec trois panels que nous aurons cet après-midi. Donc, pour le premier panel qui va comporter quatre communications, donc quatre communications pour ce premier panel. Ce panel sera modéré par, excusez-moi un instant, par Docteur Alama. C'est bien ça, si je ne me trompe pas. Il sera modéré par Docteur Alama Ouattara, C'est bien ça, qui nous vient de l'Université Pérogon Kulbali de Korogo. Donc, puisque nous avons pris un peu de retard, déjà 10 minutes de retard pour ne pas perdre assez de temps. Donc, nous allons vous passer directement la parole, docteur, pour la modération de ce panel. Merci, docteur. Vous avez la parole. D'accord. Bonsoir à tous. Merci bien, SG, pour la parole donnée. J'aimerais d'abord, avant tout, corriger. Vous avez dit qu'il y a 4 communications, mais dans le programme que j'ai, il y en a 3. Donc, je ne sais pas si c'est une erreur ou bien une modification. Il a été mis à jour. Il a été mis à jour. D'accord. Je vous envoie le Digipat. Je vous envoie le Digipat pour que vous puissiez le télécharger. Pas de souci. Donc, bien, le lien. Vu que nous sommes déjà pris par le temps que je puisse charger la dernière version. Et Digipat. D'accord. Donc, ce sont 4 communications. La première communication qui nous sera présentée par M. Yannick Essangé du groupe Diogo et Rafis, Université Jean Jaurès de Toulouse. Donc, est-ce qu'il est présent, M. Yannick Essangé? Je crois que le modérateur peut gérer. En fait, je rappelais juste les communications, le temps qui se retrouve. Ah, super. D'accord. Donc, monsieur le modérateur, dès que... OK, vous avez la bonne version. Oui. D'accord. Okay. Okay. Merci, Vous pouvez nous donner les différents noms des communicants, s'il vous plaît. Pour ce premier panel, nous aurons une communication de Yannick Essangé du groupe Jobou et Rafis Université Jean Jaurès de Toulouse. Et sa communication va porter sur le tournant linguistique africain, langage et action dans l'Afrique contemporaine. Après lui, ce sera au tour de Dr Adri Afsa du groupe de traductologie, communication et littérature de l'Université Chouaïd d'Oukali, Maroc. Et sa communication portera sur l'étude intersémiotique dans les écrits d'Abdel Fattah Kilito. La troisième intervention sera celle de Dr Soro Dojangana Abdoulaye de l'AREDA de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Et sa communication portera sur l'usage des détecteurs IA pour l'évaluation linguistique, méconnaissance de l'écriture humaine et approvisionnement de la qualité des travaux de recherche scientifique. Enfin, nous aurons la communication de Ghislain Essomé-Lélé du réseau CAC qui nous vient de l'Université Marie et Louis Pasteur de France. Et sa communication portera sur la recherche scientifique à l'ère de l'IA et réflexion sur la crise contemporaine de la recherche dans le contexte africain. Donc, je pense bien que j'avais déjà constaté la présence de Dr Yannick Essangé. S'il est prêt, on peut aller pour sa communication. Dr Yannick Essangé. Apparemment, il s'est déconnecté. Si Dr Yannick Essangé n'est pas disponible, je pense qu'on peut directement aller avec Dr Adri Afsa, si elle est là. Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, je vous remercie bien, Monsieur le Président, de bien mentionner. Alors, ma présentation porte sur l'étude. Déjà, excusez-moi, Oui, est-ce qu'il serait possible de partager avec nous votre PowerPoint pour qu'on puisse suivre ensemble? d'accord. Et je pense que le président l'avait mentionné ce matin, donc que tous ceux qui devront intervenir après puissent déjà s'apprêter, vu que nous sommes pris par le temps, pour éviter que nous empiétons sur le temps du panel suivant. Donc, merci aux autres de prendre leur disposition. Je ne sais pas comment je peux partager. Vous l'avez envoyé par mail? Comment? Est-ce que vous l'avez envoyé par mail? Vous avez envoyé votre communication par mail, votre PowerPoint, comme demandé. Est-ce qu'elle nous suit? Oui, je crois qu'elle a envoyé. Je télécharge tout de suite, s'il vous plaît. Donc, docteur Afsa, le responsable va donc se charger de partager et nous suivrons pour votre communication. Elle peut déjà commencer, hein, je suis en train de présenter. C'est enregistré, donc il faut qu'on soit proactif. Oui, je peux commencer, monsieur? Okay. Oui, allez-y. Alors, avant de présenter ma communication, je tiens à exprimer ma profonde gratitude de m'avoir donné cette occasion de présenter mon travail. Alors, d'abord, je me présente, Hafsa Hadri. Je suis doctorante en 3e année à l'université Chouaib Toukairi, Jedida, laboratoire TCL, traductologie, communication et littérature. Mes recherches explorent les relations entre texte, images, peinture, bande dessinée et mémoire marocaine. Mon travail s'inscrit dans une approche interdisciplinaire mêlant la sémiotique, traductologie, la littérature et les études culturelles. Alors, ma communication portant sur l'étude intersémiotique dans les écrits d'Abdel-Fattah Kilito. Pour commencer, j'aimerais introduire cette étude. Alors, en guise d'introduction, il faut s'interroger sur la possibilité de transformer certaines écritures littéraires, notamment l'écriture kilitienne, et leur intérêt intersémiotique dans les opérations sémiotiques. La création du texte bilie bien l'image, une pratique qui invoque les techniques de l'intersémioticité, les rapports entre le texte et les autres formes non linguistiques, le respect des contraintes de temps, d'espace, ainsi qu'une approche à la fois sémiotique de la langue et l'autre fois intersémiotique, offre des perspectives en interaction. Alors, notre problème auquel nous sommes confrontés est celui de comment se construisent les rapports d'intersémioticité dans les objets littéraires kilitiens et dans quelle mesure se transforment ces écritures d'un système linguistique à un système non linguistique. À titre d'hypothèse, on peut supposer que le passage du texte vers l'image exige un passage du premier sens dénoté au deuxième sens connoté. Les rapports entre les écrits et les non-écrits, il s'agit d'une détermination significative
les signifiants sont divers alors que le signifié demeure unique sur le plan sémiotique. Et pour explorer ce sujet, je me suis posé les questions de recherche suivantes. Comment donc s'articulera la quête du sens autour de savoirs scientifiques d'intersémioticité? Comment fonctionne la forme du texte en fonction de l'intersémiotique? Quels procédés, techniques et orientations à suivre? Le procédé de l'intersémiotique exige un processus sémiotique. Pourquoi et comment? Concernant la méthodologie, nous adopterons l'approche sélective, les procédés de sémiotique et l'approche analytique. Et pour les résultats, dans le cas de l'analyse intersémiotique, il faut faire appel à la composante de l'intertextualité par une approche sémiotique pour déduire le sens implicite. À cet égard, le sémioticien Greimas définit l'intersémiotique. Je cite: recouvrant et élargissant, sans le contredire, le concept d'intertextualité, celui d'intersémioticité s'impose en théorie sémiotique au nom du respect d'immanence. Alors, d'après cette définition, nous estimons que le terme d'intersémiotique est conçu de façon interdisciplinaire, ayant pour objectif d'étudier les systèmes de signification dans l'intertextualité. Et la sémiotique dans un cadre traductologique. Jacobson, à cet égard, Jacobson a été le premier fondateur à traiter le terme intersémiotique par la traduction sous 3 formes. D'abord selon l'intralinguistique, ensuite l'interlinguistique et enfin l'intersémiotique. Notons que le terme intersémiotique est né sous la forme de traduction, comme Jacobson le précise dans son ouvrage sur les aspects linguistiques de la traduction. 3 formes de la traduction doivent recevoir des noms différents. La traduction ou réécriture intralinguale consiste à interpréter les signes de la langue en fonction d'autres signes de la même langue. Deuxième niveau, la traduction interlingue ouvrée implique l'interprétation de signes linguistiques dans une autre langue. Et troisième niveau, la traduction ou l'évolution intersigne implique l'interprétation de signes linguistiques par des systèmes de signes non linguistiques. Alors, dans ce sens, nous examinons le terme de l'intersémiotique à l'intérieur d'une traduction d'un texte selon le processus de traduction qui peut introduire les éléments non linguistiques en passant par une langue originale au mot vers une langue cible en image. Alors, pour conclure, nous avons pu démontrer que la fonction de l'intersémioticité dans les écrits kélitiens s'articule autour de 3 points principaux: l'intersémioticité comme élément d'analyse, l'intersémioticité comme source de détermination significative du texte, l'intersémioticité comme procédé créatif dans le texte. Et je vous remercie de votre attention. Merci bien, Miss Adri Afsa, pour sa communication qui est intitulée Études intersémiotiques dans les récits de Abdel Fattah Kilito. Et si Dr. Soro Dochanga Abdoulaye est là, nous allons directement passer à sa communication qui porte sur l'usage des détecteurs d'IA pour l'évaluation linguistique, méconnaissance de l'écriture humaine et appauvrissement de la qualité des travaux de recherche scientifique. Donc, Dr. Soro Dochanga Abdoulaye, vous avez la parole et vous avez 10 minutes pour votre communication. Merci.
Docteur de Tiandra, veuillez vérifier votre micro parce qu'il est toujours coupé. Oui, je suis là, j'étais en train de lutter avec le micro là. Allô? OK, donc, oui, allô? Oui, Oui. nous vous recevons. Donc, Ok, allez-y ok. pour votre communication. Vous avez 10 minutes. Ok. Bonsoir, chers grands frères. Bonsoir, chers tous. Bonsoir, chers docteurs. Je suis Soro Douchana Abdoulaye, doctorant en didactique et linguistique à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Bon, aujourd'hui, le sujet que je vais vous présenter s'intitule Usage des détecteurs d'IA pour l'évaluation linguistique, méconnaissance de l'écriture humaine et appauvrissement de la qualité de la recherche scientifique. Le PowerPoint bloque un peu. Parce que moi, je n'arrive pas à manipuler le PowerPoint. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Il faut rentrer sur votre PowerPoint. En réalité, vous êtes sur, apparemment, votre écran, vous êtes sur Google Meet. Il faut rentrer totalement sur votre PowerPoint et nous, on va le voir bouger. Oui. Est-ce qu'il bouge C'est là-bas? bon. C'est bon. Ça, Ok, on peut y aller. Ok. Donc, le contexte de l'étude se situe dans un contexte où nous avons eu l'apparition des LLM qui ont permis de voir la naissance de ChatGPT et consorts. Avec ces applications, on arrive facilement à modeler la langue, à générer des contenus qui vont au-delà de l'expérience humaine, d'où surgissent de nouvelles inquiétudes. Or, quand il y a des inquiétudes, quand on se réfère à Confucius, il disait que quand le vent souffle, certains construisent des murs et d'autres des moulins à vent. Donc, face à l'apparition de LLM, on assiste aussi à ce phénomène. Tandis que certains États investissent des milliards pour promouvoir les IA, certains, par contre, institutions, luttent contre ces outils. Et au niveau de la recherche aussi, le même constat est là, surtout avec les détecteurs IA, tels que 0GPT. Donc, l'objectif de cette étude, d'abord, c'est d'analyser l'outil qui est 0GPT, d'abord pour voir comment elle travaille, comment est-ce qu'elle analyse le contenu et comment elle juge le contenu et voir s'il n'y a pas de biais dans ses analyses et enfin trouver une approche plus équilibrée dans l'usage de ces détecteurs et aussi de l'IA. Donc, comme méthodologie, d'abord, nous allons prendre deux tests. Un test qui a été purement rédigé par un être humain et un test qui a été généré par l'IA. Et ensuite, voir comment progressivement le test qui est généré par l'humain est vu par l'IA et le test généré par l'IA, comment est-ce que le détecteur d'IA voit ce test. Et les résultats que nous avons eus, d'abord, le premier test que nous avons pris était un test généré par un être humain. Quand nous l'avons mis dans le détecteur, d'abord, à première vue, le test était tellement bien rédigé, c'est sorti 100% IA. Donc, on a essayé de modifier en réduisant les paragraphes qui étaient longs, on les a raccourcis. On a vu que le pourcentage diminue. Donc, d'abord, on veut que quand le paragraphe, à l'origine, il est 100% IA, quand on diminue, on réduit les paragraphes et les phrases du moins, on rend les phrases plus courtes et on substitue les mots difficiles. Le paragraphe qui est détecté IA descend à 44% IA, qui n'est plus 100%, il devient 44%. Parce qu'on a retiré les mots compliqués qui ont été remplacés par des mots plus simples et des phrases plus courtes.
le paragraphe redescend carrément à 44%. Pendant ce temps, on a pris le paragraphe qui a été généré par l'IA, qui est sorti également 100% IA, et nous avons demandé à l'IA de réduire le niveau de langue, de baisser le niveau de langue, de rendre ça plus familier. Également, nous sommes descendus après moins de 15%. Quand le registre de langue a été vu à la baisse, nous sommes descendus à 40%. Bien que le test est toujours généré par une IA. Et quand nous avons demandé intentionnellement à l'IA d'incorporer des erreurs, quand nous avons demandé à l'IA d'incorporer des erreurs dans le test, quand on allait tester, cette fois-ci, le test est apparu 0% IA. Donc, quand on analyse, quand il y a des substitutions de mots compliqués dans un test écrit par un humain, on peut se retrouver à un test qui n'est pas considéré comme écrit par un IA. Mais quand le test, même bien qu'il soit écrit par un humain, quand il se retrouve, quand c'est un peu sophistiqué, le détecteur d'IA trouve que ce n'est pas un être humain qui a écrit. On a par exemple le cas de la Constitution américaine, qui selon le New York Post, a été détecté comme étant écrit par une IA. Bon, un test qui a été écrit il y a des centaines d'années. Bon, l'IA aujourd'hui dit que c'est lui qui a écrit. Donc, il y a ces folles positives-là qu'on retrouve très souvent dans l'IA. Également aussi, avec la restructuration, un test qui est IA, quand on le restructure par une IA, peut être considéré comme écrit par un humain. Également aussi l'introduction d'erreurs. C'est-à-dire un test ou un paragraphe qui contient beaucoup de fautes, même si le test est généré par une IA, c'est considéré comme écrit par un être humain. Donc, c'est tout ce qui est bon, tout ce qui est bien fait, c'est considéré comme c'est une machine qui a fait. Et quand c'est pas bon, quand il y a des lacunes dedans, ça renvoie à dire que c'est un être humain qui a fait le travail. Ce qui est mauvais là, c'est l'homme. Ce qui est bon, c'est la machine. Donc, comme conséquence, au niveau des travaux scientifiques, on va se retrouver avec des faux positifs et des biais. Donc, imaginez quelqu'un qui s'est assis, qui a pris son temps, qui a bien fait son travail, qui a respecté les règles de grammaire, les structures. Son travail va se retrouver à être détecté comme généré par l'IA. Pendant ce temps, quelqu'un qui a fait un mauvais travail, même bien que le travail ait été fait par une IA, ce travail se retrouve à être considéré comme fait par un humain. Et donc, finalement, si on veut se baser sur l'IA pour analyser les contenus, on va valider les mauvais contenus et rejeter les bons. Donc, c'est pour ça que dans ce travail, je suggère une évaluation hybride. C'est-à-dire un contenu qu'on reçoit, par exemple pour des gens qui doivent évaluer un contenu, quand ils le reçoivent, qu'ils se basent d'abord sur le mérite académique du contenu. Est-ce que le contenu qui est là, ça va apporter quelque chose dans le domaine de la recherche? Est-ce que, par exemple, pour cette conférence que nous sommes en train de faire, tous les contenus qui sont reçus, d'abord, le premier objectif est de savoir quel est l'apport, par exemple, du contenu dans le développement de l'Afrique. Ensuite, quand on sent que c'est bon, là, maintenant, on peut passer à l'évaluation pour voir quel est le taux d'IA par une expertise plus humaine. Donc, mais cela ne voudrait pas dire qu'il faut qu'on laisse passer l'IA, tout ce qui est fait par l'IA. Parce que si on veut laisser passer tout ce qui est fait par IA, finalement, on va se retrouver avec des contenus que personne ne lit et que personne n'analyse et qui ne va pas servir à quelqu'un. Déjà, il sait que si l'IA peut écrire, l'IA peut évaluer. Finalement, si l'utilisateur utilise l'IA, l'évaluateur utilise l'IA, bon, finalement, le contenu va se retrouver que personne n'a lu. Parce que le lecteur également ne va pas prendre le temps de lire, il va utiliser une IA pour lui faire un résumé. Donc, on va se retrouver avec des contenus qui ne servent à personne. Donc, il va falloir une approche plus hybride. Donc, de ce fait, il va falloir qu'on voit d'abord l'impact social des contenus comme priorité. Tous les travaux qui seront présentés, il faut qu'on voit d'abord l'impact social. D'abord, qu'est-ce que ça va apporter à la société? Parce qu'un contenu peut être bien rédigé, sans péché, mais socialement, ça n'apporte rien. Donc, d'abord, il faut regarder le contenu, l'impact social du contenu. Ensuite,
il faut que le contenu soit supervisé par un être humain. Parce que tel que je l'ai présenté, un contenu peut être rédigé par l'IA et ça va passer inaperçu par un détecteur d'IA. Tout comme un contenu peut être écrit par un humain et être détecté comme un contenu qui a été rédigé par une IA. Donc, pour plus de transparence, il va falloir un arbitrage plus humain. Parce que même dès que le contenu arrive, qu'on dit c'est IA, bon, finalement, ça va encourager les gens à produire du mauvais contenu plutôt que du bon contenu. Parce que chacun va vouloir travailler pour éviter l'humiliation et non travailler pour produire quelque chose de potable. Alors, imagine, à chaque fois que toi, tes travaux arrivent, tu prends ton temps, tu travailles très bien. Quand ton travail arrive, on dit c'est IA, on rejette. Donc, pour éviter l'humiliation, les gens auront tendance à produire des contenus inutilisables. Donc, pour plus de transparence, il va falloir qu'en utilisant l'IA, il va falloir que la personne aussi précise qu'il a utilisé tel IA. De telle sorte que dans l'évaluation, on sait que lui, le monsieur, il a travaillé, mais il a eu recours à l'intelligence artificielle. Donc, Monsieur donc, pour conclure, je vais vous laisser 30 secondes maximum pour clore. Ok. Donc, je vais conclure rapidement. Donc, pour conclure, pour protéger l'intégrité académique, il va falloir qu'on réglemente aussi en tenant compte de l'incapacité des outils technologiques à cerner certaines difficultés, certaines complexités liées à l'être humain. Parce que l'être humain, au niveau de la langue, l'être humain est multiface. Et par exemple, nous qui sommes les non-natifs, par exemple, dans le cas de la langue anglaise, nous qui sommes les non-natifs, on écrit généralement en tenant compte des règles de grammaire strictement. Et c'est la même chose que la machine fait. Donc, très souvent, nous sommes très souvent victimes de l'IA. Donc, pour ne pas trop tirer la parole, je vais m'arrêter là. Et je vous remercie pour le temps accordé. Merci bien, Soro Dojanga Abdoulaye, pour sa présentation qui portait sur l'usage des détecteurs IA. Et il nous expliquait que les évaluations des travaux scientifiques à l'aide des IA ne donnent pas forcément des résultats qui sont concluants et qu'il faudrait donc une intervention humaine pour être beaucoup plus sûr de la fiabilité des résultats. Merci bien pour votre présentation. Nous reviendrons à vous dans le cadre des échanges. Nous invitons donc à signaler que le docteur Yannick Essengue était connecté. Est-ce qu'il est là? Docteur Yannick Essengue. Bien, s'il n'est pas là, je vais demander si docteur. Je pense qu'il est là, mais il est là. Bon. Docteur Yannick, ouvrez votre micro. On ne vous entend pas si vous parlez. OK. OK, bien. Oui, je vois qu'il est connecté, mais apparemment son micro est toujours fermé. Donc, pour ne pas perdre de temps, on va essayer de voir si docteur Ghislain Essomé Lélé est là. Docteur Ghislain? Oui, je suis là. D'accord. Donc, allez-y pour votre communication. Vous avez donc 10 minutes. Alors, merci beaucoup, monsieur le modérateur, de me passer la parole. Je me situe à la suite du docteur Soro sur la question de l'IA et ma communication porte exactement sur les... Je mets le chrono, hein, les pratiques d'écriture scientifique à l'aide de l'IA et je vais faire quelques réflexions sur la crise de la recherche en Afrique. Peut-être pas dans la même logique que le docteur tout à l'heure, mais on va voir, on va comprendre à la fin qui est au centre ou bien qui est la cause, par exemple, selon moi ou selon nous, selon cette recherche et selon notre pratique de ce fait-là. Donc, c'est un fait, l'IA est de plus en plus mobilisée
par les chercheurs, les doctorants et les étudiants dans les travaux scientifiques. Cette communication part d'un constat empirique, c'est que lors de l'analyse des 38 résumés reçus pour le colloque, à partir de l'outil Compilatio, 48% ont été détectés à générer par l'IA, par l'assistance de l'intelligence artificielle. De plus, en tant qu'éditeur de revue, la question de l'IA est très souvent évoquée pour des questions, exemple de chiffres, pour le numéro 6 qui va paraître en décembre, la revue hybride que je coordonne. Nous avons rejeté 23 textes pour des motifs de génération par l'IA, avec des taux avoisinant les 70, parfois 93% de compatibilité. Ce n'est aucunement un effet de mode, non. C'est le signe d'une véritable crise. Et aussi, comme on le dit chez nous, c'est lorsque le vent souffle que l'on voit les fesses de la poule. Comme pour dire que cet état de choses est révélateur d'une crise ou des crises structurelles importantes. Voilà. Loin de la facilité qu'on aurait à systématiquement accuser, par exemple, le chercheur qui, pour moi, est un maillon faible, hein, qui est la victime, comme j'aime à le dire. La question que nous allons plutôt ici soulever est celle, de façon peut-être rapide, mais certainement pas de savoir s'il faut condamner ou autoriser l'IA, mais plutôt de comprendre ce que ce recours massif révèle, un des pratiques de l'écriture scientifique et plus largement de l'état même de la recherche en Afrique. Commençons donc par le plus simple, le plus évident à mon sens, mais tiré de mon expérience de praticien. L'analyse du corpus d'études nous a permis de mettre en évidence plusieurs traits que nous connaissons tous, c'est-à-dire le style fluide, mais beaucoup plus générique, des problématiques larges, un peu incarnées, des méthodologies, parfois qui sont évoquées, mais stéréotypées, c'est-à-dire non standard, non justifiées, etc. Aussi, avec ce manque, une absence quasi totale d'ancrage empirique. Lorsqu'on lit, par exemple, les articles, un article de 17 pages, et qui, dans cet article, on ne fait mention d'aucune référence, c'est-à-dire une preuve scientifique, aucune référence de page, l'on peut effectivement comprendre que nous sommes sur un style dit plat, même sans avoir à consulter un outil d'analyse. C'est pour contrecarrer, par exemple, ce fait, la revue hybride a instauré une pratique qui dit que dans un article de 17 pages, on n'aura pas plus de 2 ou 3 occurrences de citations sans page, c'est-à-dire des citations secondaires, ou bien des citations reformulées qui généralement sont tirées de l'IA. Donc, l'IA peut produire de la cohérence, c'est vrai, mais elle ne produit pas la pensée qui est située et incarnée. Pour l'analyse d'un ouvrage, par exemple, les explications peuvent être claires et cohérentes, même si effectivement biaisées parce qu'on connaît les contenus déjà indexés, mais l'IA ne va pas dans les détails de ce que j'ai appelé tout à l'heure la preuve scientifique, c'est-à-dire qui sont pour ce cas les pages, les passages, les personnages, la navigation même dans la diésèse précise du texte. Donc là, c'est des révélateurs factuels même d'utilisation de l'IA. Donc, comme nous l'avons mentionné plus avant, l'adage du vent, de la poule et des fesses, il serait effectivement actif d'interpréter ce phénomène uniquement comme un problème éthique individuel. Le recours à l'IA peut être compris comme le symptôme d'une crise plus profonde de la structure scientifique ou même de l'idée qu'on se fait de la recherche dans la plupart des pays africains. Cette crise, premièrement, peut se manifester par un déficit de formation méthodologique, conditions matérielles de travail souvent précaires, c'est-à-dire même des bibliothèques, temps physique, numérique, tout ce qu'on connaît, et parfois même, effectivement aussi,
l'urgence d'exister académiquement dans des espaces effectivement très compétitifs, promotion en grade, recrutement, etc., etc. Donc, quoi de plus normal sur cette chute-là? On va comprendre ici que nous pouvons accuser ici aussi les systèmes gouvernants, les États qui laissent les chercheurs à leur propre sort. Et sur ce cas, je vous invite, on va lire ensemble cette réflexion que nous avons partagée sur la page E4 et qui a été lue par 3000 universitaires. Nous insistons sur ce fait pour dire que le message passe et peut atteindre. Effectivement, là, nous n'accusons pas le chercheur et son éthique, effectivement, que c'est questionnable, mais nous allons un peu plus au-delà. Alors, lisons un peu. La vérité est celle-ci. Selon nous, la recherche a un coût. C'est un secret des polichinelles. Le chercheur africain n'est juste pas accompagné. Les politiques préfèrent financer les TikTokers, comédiens, les faux pasteurs et les vendeurs d'illusions. Ils n'ont rien à foutre de la recherche car ils n'ont aucune vision de ce qu'est le vrai développement. Ils raffolent de ces visages filtrés par IA invasive. Ailleurs, vous avez droit, etc., etc. Est-ce que j'ai du temps qui est creux, qui est engagé, mais c'est la réalité que j'avais envie de partager avec vous. Donc, face à ce constat, il ne s'agit pas de moraliser, mais de repenser la pratique et de changer les mentalités, tant du côté du chercheur que de l'ordre gouvernant, effectivement. Pour le chercheur, il est essentiel de replacer l'écriture scientifique au cœur de la formation, à travers les ateliers dédiés, effectivement, et le réseau CAC a un projet, le projet ECA Forcé, formation pour un chercheur efficace, qui pourra donc travailler dans ce sens-là. Je vais aller plus vite. Il convient également de clarifier les usages acceptables de l'IA. Par exemple, on va dire l'IA n'est pas un générateur d'articles, mais l'IA est un accompagnateur pour affiner nos démarches. Et enfin, pour le gouvernant, on dira, ils savent tous, je le dis pour terminer, ils savent tous, ça a été un peu rapide, ils savent tous ce qu'il faut faire, mais ils ne le font pas. Parce que effectivement, il est temps de rectifier le tir pour penser le vrai développement, un développement plus durable, qui s'articule effectivement sur deux dimensions. Le docteur Kofi peut me rectifier. Un, le développement subjectif, le développement objectif, qui font donc le vrai développement durable dont j'ai parlé. En conclusion, je dirais que l'intelligence artificielle est juste un révélateur de la fragilité ou des fragilités structurelles étatiques de la recherche en Afrique et même de la vraie conception de la notion de développement durable au sens strict du terme. Donc, l'enjeu central est de préserver l'écriture scientifique comme un espace de pensée, de débat et de production de savoir pouvant booster le développement, d'où le slogan même de ECAC, redonner à l'Afrique toute sa grandeur originelle et booster son développement. La question reste et demeure. Le chercheur est-il finalement la victime ou pas? Je vais m'arrêter là. Je vous en remercie. Très bien. Merci bien, Dr. Ghislain et Sommet Lélé, qui nous a entretenus sur le sujet la recherche scientifique à l'ère de l'IA et réflexion sur la crise contemporaine de la recherche en contexte africain. Merci bien, docteur, pour votre intervention. Je pense que, vu que nous sommes pris par le temps, il y a un quatrième participant, docteur Yannick Essengue. Je pense qu'il avait un souci avec le PowerPoint. Est-ce qu'il est toujours là? Docteur Yannick Essengue. Bien, vu qu'il n'est pas là et que nous sommes pris par le temps, je pense que nous allons d'abord dire merci à nos trois communicants qui nous ont fait les présentations et demander donc à tous les participants qui souhaiteraient réagir aux différentes communications de bien vouloir lever la main afin de pouvoir poser les questions, faire des suggestions sur les communications qui ont été faites. Merci bien. Donc, si vous avez une question, vous pouvez lever la main et la poser.
Est-ce qu'il y a un problème? Je pas... Nous attendons encore les questions. Ah, il y a les questions. Donc, c'est la phase des questions. J'étais un peu... Oui, parce qu'il y a le dernier intervenant qui n'est pas connecté. Ah. Donc, docteur Oumar, je vois que vous avez levé la main. Allez-y pour votre question. Docteur Oumar Magani. Oumar Magani, oui, merci beaucoup, merci. Donc, je remercie les intervenants donc, pour leur brillante présentation. Donc, ma question s'adresse à la fois à la présentation de Dr Soro et de Dr Essom, donc sur l'IA. Selon vous, comment donc peut-on mettre l'IA au service de la recherche scientifique bien académique? Merci. Donc, ce sera la seule question. Merci. Merci, docteur, pour votre question. Donc, docteur Essoumé et docteur Soro Abdoulaye, voilà. Comment, docteur Magan demande comment on pourrait mettre l'IA au service de la recherche scientifique. Je pense, j'espère avoir bien formulé la question. Oui, c'est ça, exactement, exactement. OK. Alors, je peux peut-être prendre la parole en premier avant que le collègue... Okay. L'IA au service de la recherche, effectivement, dans sa question, il y a déjà la réponse, c'est au service, en fait. Au service, c'est comme un outil accompagnateur. Pour être plus précis, on va dire que l'IA, aujourd'hui, permet, par exemple, avec l'IA, on peut avoir des idées, on a une thématique, on peut aller dans la recherche ciblée des références, parce qu'aujourd'hui, l'IA, ChatGPT par exemple, ou Plexi IA, ou Notebook, Plexi IA par exemple, sont des outils qui sont aussi qui sont devenus comme des moteurs de recherche, parce que les recherches récentes ont même prouvé que ChatGPT a surplombé le nombre de recherches de Google. Donc aujourd'hui, on peut faire des recherches ciblées lorsque c'est plus compliqué avec Google, qui même aussi est déjà en train d'intégrer l'option de l'IA. Donc, pour trouver une référence précise, pour trouver des idées, on peut utiliser l'IA, même pour l'analyse, l'analyse, on peut se fonder sur l'IA pour nous aider à avoir une analyse, une vue globale d'une question. Et puis maintenant, il faudrait l'intervention de l'humain, comme le disait le docteur Soro. Là, il a parlé d'une approche hybride. Et dans ce sens, l'approche hybride serait qu'on prenne l'IA comme un allié. Donc, on analyse, mais maintenant, on devrait pouvoir incarner, parce que généralement, ce qu'on a constaté, c'est que les recherches ou même les commentaires ou même les approches de rédaction sont désincarnées, parce que les uns et les autres utilisent l'IA comme le terrain de recherche, utilisent l'IA pour générer des corpus, pour inventer des populations, etc. Et à la fin, on se trouve avec des recherches plates qui n'ont pas de preuves scientifiques, qui ne sont pas incarnées, donc plutôt désincarnées. Donc, c'est un travail précis. Même pour je vais peut-être vous surprendre, moi dans ma communication de tout à l'heure, pour le visuel, pour les visuels, j'ai utilisé Notebook, c'est-à-dire pour pouvoir avoir un visuel résumant une petite partie pour présenter à l'écran, j'utilise l'IA parce que j'ai déjà mon idée, j'ai déjà mon texte, j'utilise l'IA qui m'aide à construire un visuel pour pouvoir rendre ma communication plus accessible et visuelle. Donc, vous voyez, on peut travailler avec l'IA de concert pour pouvoir trouver sa voie. D'accord. Merci bien, docteur Sommet. Je vois qu'il y a Paul Béni. Docteur, vous avez levé la main. Donc, allez-y pour votre question. Docteur Paul Béni.
D'accord. OK. Merci. Merci, monsieur le modérateur. Donc, ma question va s'adresser à Dr. Essomé et à monsieur Dotiangana, voilà, qui ont communiqué sur l'IA. Donc, en me référant un peu à la communication de monsieur Dotianga Soro, bon, j'ai pu comprendre que lorsque les écrits sont bien articulés, c'est-à-dire sans faute, en respectant les règles de grammaire et tout, l'IA, on a de fortes chances d'être aujourd'hui détecté par l'IA. Comme, bon, on peut être détecté par les détecteurs de plagiat, par exemple compilation, qui va nous dire que le test est rédigé par IA. Et en partageant un peu mon expérience, c'est que lorsque j'ai écrit ma thèse, je devais passer le test de compilation. Et bon, il est arrivé des parties où il a été souligné en bleu avec compilation que c'était généré par IA. Donc, après la correction, fort heureusement, j'étais en dessous du taux. J'étais en dessous du taux, donc j'ai pu passer l'étape suivante. Donc, après la soutenance, lorsqu'on m'a demandé d'apporter quelques corrections et puis réduire les coquilles, lorsque j'ai réduit les coquilles, je me suis rendu compte que le dernier test anti-plagiat me souligne des parties que le premier test n'avait pas souligné comme généré par IA. J'ai réduit les fautes, j'ai corrigé le test en lisant mot par mot, phrase par phrase, pour corriger toutes les petites fautes, toutes les petites coquilles qui ont pu se glisser. Et je me rends compte que là, le test est détecté comme produit par IA, alors que le premier, c'est le même logiciel qui avait au départ détecté qu'il ne s'agissait pas d'IA. Donc aujourd'hui, moi, le problème, la question que moi je peux poser en fait. Donc, comment aujourd'hui amener on va dire les chercheurs, nos responsables scientifiques aussi, à mieux comprendre en fait la problématique, c'est-à-dire le problème avec l'IA, les limites de l'IA pour l'intégrer au mieux dans les pratiques scientifiques. Donc, voici un peu ma question. Je ne sais pas si ma question a été bien cernée. Oui, bon, je vais tenter de répondre. Allez-y. Vous m'entendez? Oui, oui, nous vous entendons, allez-y. OK. Oui, tel que vous l'avez souligné, le problème est vraiment réel. Parce que la manière dont on peut amener les gens à comprendre, c'est d'en parler. Par exemple, tel que l'expérience que j'ai vécue, je l'ai rendu public. C'est que vous venez d'ajouter, c'est une autre expérience. Et pour ajouter un additif, il suffit seulement d'enlever un seul mot dans une phrase ou bien supprimer une virgule et la phrase change de IA à humain. Vice versa. Un petit mot ou une petite virgule saute seulement et la phrase change. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est ce que je suggérais. Il faut qu'il y ait une évaluation hybride. Il ne faudrait pas seulement qu'on se contente des machines. Déjà, la machine qui est 0 GPT. En bas, quand vous finissez d'analyser votre test, en bas, il y a un autre onglet qui demande d'humaniser le test. C'est-à-dire, à travers l'IA, tu vas humaniser ton test. Et c'est une autre IA qui va travailler. Même quand on prenait les logiciels anti-plagiat, généralement, maintenant, les logiciels ont 4 onglets. Il y a détecteur de plagiat, il y a plagiarisme remover, qui est une IA, il y a AI détecteur et il y a AI remover. C'est-à-dire celui qui va détecter le plagiat, le même là encore peut servir à camoufler le même plagiat, et le même encore peut servir encore à camoufler le camouflage du même plagiat, ainsi de suite. Donc, si on ne travaille pas de façon plus intelligente, on risque de s'embrouiller et finalement, ce sera compliqué. Donc, déjà, la solution que je propose, c'est que déjà, il faut qu'on en parle. Ceux qui ont déjà été victimes, il faut qu'eux aussi, ils montrent leur expérience pour qu'au fur et à mesure, pour que ça puisse arriver aux évaluateurs, pour qu'eux aussi puissent savoir quel est le problème. Sinon, tu vas travailler comme une âne. À la fin, on dit c'est l'IA. Bon, moralement, tu seras découragé.
Bon, pour rebondir un peu sur la première question, l'intégration de l'IA, ce qu'on doit retenir, il ne faudrait pas que l'IA remplace notre cerveau. Quand l'IA remplace déjà ton cerveau, toi-même, tu n'arrives plus à réfléchir. Quand tu vas devenir trop dépendant, même pour écrire une seule phrase, tu vas chercher à avoir l'aval de l'IA. Et c'est là que ça sera compliqué. Donc, pour dire vrai, aujourd'hui, presque toutes les plateformes, toutes les applications qu'on utilise aujourd'hui ont recours à l'IA. Même Word. Word a recours à l'IA. Déjà, quand vous écrivez, déjà, il y a un logiciel intelligent déjà qui souligne les phrases. Il dit ça, c'est correct, ça, c'est pas correct. Mais quand tu vas finir de corriger tout ça, quand ça va rentrer dans un logiciel, il va te dire c'est pas un être humain. Donc, c'est un peu là mon intervention aux deux questions. Merci. D'accord. Merci bien, M. Soro Ndotjanga. En tout cas, et je vois qu'il y a Dr Lopez Kofi qui a levé la main. Dr Kofi. Oui, Musique. monsieur le modérateur. D'accord, merci. Je rappelle que nous sommes à 13h. Donc, c'est vrai que le débat, il est alléchant, mais bon, la contrainte de temps fait qu'il va falloir qu'on aille plus vite. Non, très rapidement, je ne veux pas prendre du temps. C'est vrai, j'ai beaucoup aimé ces deux communications parce que la question de l'IA, c'est une question d'actualité. Nous sommes confrontés à cette question-là et de plus en plus, nous en parlons. Mais bon, j'ai bien écouté la communication du premier intervenant, Dr Soro. Voilà, c'est doctorant, hein, c'est ça. J'ai écouté sa communication. Bon, il a parlé d'infaillibilité des outils de détecteur IA. Bon, moi, je dirais que je ne suis pas très d'avis avec lui. Bon, ça, c'est mon opinion personnelle. Parce que pour nous qui analysons les thèses, pour nous qui... Un test est écrit par IA, vraiment, ça se sait. Je ne sais pas, ça se sait, parce que, vous savez, comme on dit, l'être humain, il n'est pas parfait. C'est-à-dire la perfection même, comme on dit, perfection. Donc, vous ne pouvez pas écrire un test de, je ne sais pas, 20 pages ou bien une thèse de 500 et puis il n'y a aucune faute. Vraiment, quand c'est comme ça, ça donne beaucoup à réfléchir. Ça donne beaucoup à réfléchir. C'est vrai, on peut se dire, mais quand même, au moins, il y aura une virgule de mal placée ou bien il y aura quelque chose qui va nous permettre de savoir que ce travail-là, effectivement, a été réalisé par un humain. Mais quand vous faites un travail où tout est bien, où tout est correct, où il n'y a vraiment pas de truc, ça donne à réfléchir. Sinon, effectivement, tous ces outils-là, ce sont des outils. Ce sont des outils qui ont été conçus et c'est la machine. La machine, elle vous dira si le test a été écrit. C'est vrai que, bon, comme on dit, c'est la technologie. La technologie n'est pas infaillible à 100%, mais ça nous permet quand même de savoir si un test est écrit. En ce sens, donc, je suis d'accord avec le président pour dire qu'il y a une crise de la recherche. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile quand on prend un article ou bien un test ou bien une thèse, de voir des articles qui n'ont pas été écrits par IA ou bien c'est difficile. Voilà, donc il y a véritablement une prise de recherche et je crois que ça, même ce sujet-là, ça peut faire l'objet de débat, l'objet d'un prochain colloque pour que nous puissions réfléchir clairement à la question de l'IA, la question de l'usage de l'IA, parce qu'aujourd'hui, ceux qui n'utilisent pas l'IA pour écrire leurs articles, pour mener vraiment, ils sont... voilà. Donc, moi, je pense que c'est vrai, hein, c'est un outil, ça nous aide, mais il ne faudrait pas que cet outil-là vienne remplacer le travail de réflexion, le travail de recherche qui incombe donc à tout chercheur. Bon, voilà, c'est ce que je souhaiterais dire. Bon, je n'ai pas de questions. Hein. Ok, pas de souci. Merci bien, Dr Kofi, pour votre intervention. Il y a également Dr Tencho Kone qui a la main levée. Tencho Kone, vous nous entendez? Je vous entends parfaitement. Bonjour à tous. Ok, bonjour à vous. Donc, allez-y pour votre intervention. Okay, merci beaucoup, monsieur le modérateur, et merci aux différents intervenants. Je pense que pour moi, il faut tenir compte en ce qui concerne l'IA et pour vraiment faire des recommandations à M. Soro relativement au sujet qu'il a développé, c'était de mettre l'accent surtout sur la conscience scientifique, la conscience professionnelle.
Parce qu'au-delà de tout aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'intelligence artificielle fait partie du quotidien. On l'utilise partout, on l'utilise à tout moment, que ce soit justement dans la rédaction de nos articles, la correction de nos documents, ainsi de suite. Mais ce qui doit prévaloir, c'est la bonne utilisation de l'outil, tout en gardant justement cette conscience professionnelle-là. C'est-à-dire, on ne doit pas demander à l'intelligence artificielle de tout faire pour nous. Normalement, l'intelligence artificielle doit s'utiliser pour améliorer le travail de base qu'on fait. C'est-à-dire, en tant que chercheur, on va d'abord, dans un premier temps, mener nos enquêtes de terrain, rédiger le rapport, la méthode, ainsi de suite, les différentes parties de notre travail. Et maintenant, peut-être soumettre éventuellement à l'IA pour voir la structuration, les éventuelles fautes d'orthographe, ainsi de suite. C'est pourquoi je parle de conscience professionnelle et scientifique. Parce qu'en même temps, est-ce qu'on est à l'aise lorsqu'après avoir et qu'on demande à l'IA de nous rédiger justement un article et on le prend cet article, on le publie et on est fier de dire qu'on l'a fait. Est-ce que D'accord, je pense qu'on a un souci de connexion avec Dr Tencho Kone, mais je pense que nous avons saisi la quintessence de votre intervention. Il s'agissait simplement de rappeler que pour cette question, nous devons beaucoup plus nous axer sur la conscience professionnelle. Merci beaucoup de votre intervention. On a un souci technique, on n'arrive pas à bien vous recevoir. Donc, il y a Dr Essomé qui a la main levée. Donc, docteur, allez-y. Une réaction? Alors, oui, j'ai une réaction très rapide. Merci, monsieur le modérateur, de me passer la parole. La docteure, madame Tencho Kone, évoque là la question de l'éthique. Mais je dirais tout de suite que c'est quoi l'éthique lorsque nous sommes dans un environnement où on nous impose une certaine compétitivité et que l'accompagnement ne suit pas. Il faut aussi comprendre cela. Effectivement, la question d'éthique, lorsqu'on va rédiger, on va demander à l'IA de rédiger. Au finish, dans 5 ans, on aura des mêmes phrases parce que ce sont des phrases qui sont prises d'articles déjà indexés, comme je disais tout à l'heure. Donc, il y a justement une réelle question ici de comprendre quelle est notre part dans cela et comment utiliser l'IA comme un accompagnateur. Mais je vais faire un commentaire sur la recherche de la collègue qui est partie tout à l'heure, Afsa, qui nous a quitté très tôt. Elle n'est pas là, mais j'allais lui dire qu'elle a traité d'une question très intéressante d'intersémiticité. Mais c'est une suggestion, étant donné qu'elle est doctorante, c'est qu'elle essaie, peut-être elle aura cette vidéo, peut-être qu'elle essaie de consulter dans ses méthodes, d'ajouter dans ses méthodes la notion de territoire, de Guattari et de Deleuze, c'est-à-dire où il parle de territorialisation, déterritorialisation, parce que là, on passe d'un hypotexte à un hypertexte de va-et-vient. Et c'est là qu'elle peut lire le livre « Qu'est-ce que la philosophie de Deleuze et Guattari » de 1991, qui sont des concepts qui dépassent un peu le simple fait de la sémiotique, parce que lorsqu'on parle de sémiotique, généralement, les gens se limitent à tout ce qui est esthétique, alors que la notion de territoire va vraiment, le texte, mais en dehors même du texte, territoire en tant que territoire géographique, territoire culturel, territoire culturel, territoire textuel. Donc, cette notion est une notion très englobante. C'est un commentaire que je souhaitais faire pour une certaine recommandation. Merci beaucoup. D'accord, merci bien, docteur Essomé, pour votre intervention. En tout cas, je constate que le débat sur l'IA est une question vraiment assez complexe. Et je pense qu'il y a même un article qui avait été publié par Weixin Lian et certains de ses collègues, où on disait que pour ceux qui rédigent en anglais, par exemple, qui ne sont pas des natifs, ils étaient biaisés par l'IA. Et je pense que Dr Soro a soulevé la question. En fait,
en tant que non-natif, comme il a dit, on s'appuie sur une manière d'écrire et on s'impose le strict maximum, le strict respect des règles de rédaction. Et très souvent, il se trouve que les LLM, voilà, nous taguent très souvent de choses, comme on appelle ça, taguent nos travaux, du moins de travaux produits rédigés par IA. C'est un fait réel. Et comme le docteur Essomé l'a dit, il y a vraiment une réflexion à mener. C'est un problème assez structurel et je pense que c'est l'intervention de différents acteurs, comprenant dirigeants, institutions, et ainsi de suite. Et je pense que, comme quelqu'un l'a suggéré, je ne sais plus si c'est le docteur Béni, vraiment, c'est une question qui pourrait faire l'objet d'une autre rencontre scientifique. Voilà. Donc, je vois qu'il y a docteur Dochanga qui a levé la main. Vous souhaitez réagir à nouveau? On va vous donner 1 minute maximum pour votre réaction. Ok, merci beaucoup, docteur. C'est pour revenir un peu sur l'intervention de docteur Kofi et de docteur Kone. En fait, mon article porte sur l'évaluation, pas sur l'utilisation par les utilisateurs, mais ça porte sur l'évaluation. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que le côté où on utilise, je n'ai pas trop parlé de ça. Seulement dans la conclusion, j'insiste, il ne faudrait pas qu'on laisse la machine faire tout à notre place. Il faudrait que la machine puisse servir soit peut-être d'accessoire. Tu as fini de faire ton travail et maintenant tu veux que la machine apporte une amélioration. Là, c'est bon. Mais il ne faudrait pas que la machine soit le sous-bassement du travail. J'ai insisté sur ce côté. Mais mon travail parlait plus de l'évaluation. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais... Je pense que pour résumer, il insiste sur le fait que lorsque les travaux sont évalués, que les résultats générés directement par l'IA ne fassent pas... analysés. Voilà, soit analysés ou bien soit suivis d'une intervention humaine. Voilà. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il a parlé d'un système hybride. En tout cas, merci beaucoup. Donc, il y a il y a Adri Afsa qui n'est plus avec nous, mais j'aurais souhaité lui poser une question, mais bon, en tout cas, merci à chacun et à chacune de vos interventions. Merci d'avoir enrichi nos expériences. Je pense que c'est là aussi l'intérêt de cette rencontre scientifique-là. Merci bien. Vu que nous sommes pris par le temps, nous allons donc laisser place au prochain panel. Merci à tous les intervenants. Et SG, je pense que nous avons fini avec le panel 3. Voilà, donc je vous passe la parole. Merci en tout cas pour l'occasion donnée de modérer ce panel. Merci bien à vous. Ok, merci docteur Alama Ouattara. Merci d'avoir modéré ce panel de main de maître. Et nous vous remercions.